outil de servilité volontaire, comme certains l'ont dit, ou tout simplement instrument de stabilité monétaire. La question du CFA passionne, divise les populations en Afrique. Aujourd'hui, le gouverneur Thiemoko Koné accepte d'être notre invité pour en parler pour la première fois. À quoi sert le CFA? Pourquoi on n'en sort pas? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et que gagne la France dans cette aventure? Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, M. Foucault. Alors, comment expliquer que plus de 55 ans après les indépendances, les pays, anciennes colonies de la France, aient toujours la même monnaie, même si on a essayé de corriger l'acronyme CFA? Ça ne vous dérange pas? Est-ce que cela veut dire que les Africains ne peuvent pas créer une monnaie? Merci beaucoup d'abord de me donner la parole et de pouvoir m'exprimer sur cette question. Je m'attendais en tant que gouverneur à des questions techniques. Vous savez, ça intéresse les Africains de savoir, on ne va pas rentrer dans le technique. Les Africains se disent on utilise du CFA, pourquoi 55 ans après? Alors, je ne suis pas du tout gêné par la question. Ce qui me gêne plutôt, c'est de devoir expliquer et convaincre que des pays africains, après leur indépendance, qui ont délibérément décidé d'avoir une monnaie, et une monnaie africaine, et de la mettre comme un ciment dans une intégration monétaire, qu'on soit obligé de dire que c'est leur monnaie. Parce que c'est leur monnaie. Et pourquoi c'est leur monnaie? L'acronyme n'a pas beaucoup d'importance au moment où, justement, après les indépendances, les pères fondateurs de cette monnaie avaient d'autres objectifs. Le premier objectif, c'était de créer un cadre. D'abord, c'est vrai qu'il y avait une monnaie qui circulait pendant la colonisation. Qui s'appelait déjà CFA? Oui. Colonie française d'Afrique? Oui, et qu'ils ont emprunté, mais qu'ils se sont appropriés. Je crois que le terme est important. Parce que l'appropriation, c'est faire de telle sorte que cette monnaie devienne la vôtre. Quand vous dites ça, on a un peu du mal à comprendre, monsieur le gouverneur. S'approprier la monnaie alors qu'on la fabrique ailleurs. S'approprier la monnaie alors qu'on sait très bien qu'elle s'arrime sur le trésor public français. C'est pas s'approprier la monnaie, ça. Si, s'approprier la monnaie, parce que la monnaie, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique. La monnaie, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent justement à un pays d'organiser ses paiements et d'organiser les transactions dans le pays. C'est ça la monnaie. Maintenant, si vous la confondez avec le billet, effectivement, il peut y avoir la confusion de dire que ça se fabrique ailleurs. Mais la monnaie, c'est un mécanisme et ça se met en place. Ce mécanisme mais qui se matérialise quand même par ces billets-là. Oui, mais tout le monde se bat pour avoir ces billets-là. Oui, qui viennent d'ailleurs. C'est moins important, les billets qui viennent d'ailleurs. Parce que les billets qui viennent d'ailleurs, c'est purement commercial. Parce que quand on fabrique un billet, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la composition et dans la fabrication d'un billet. Donc, nos économies, aujourd'hui, en tout cas, nos économies n'ont certainement pas, et c'est valable pour beaucoup de pays, n'ont pas les moyens de pouvoir fabriquer sur place parce que ce ne serait pas rentable. Expliquez ça, j'ai envie de comprendre. Oui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, en 2017, les Africains ne sont pas capables de fabriquer leur monnaie à eux, qu'ils sont obligés de retourner à l'ancienne métropole pour fabriquer leurs billets? Si les statistiques que j'ai sont exactes, je crois qu'il n'y a que 8 ou 9 pays sur les 52 pays africains qui fabriquent leur monnaie. Et c'est peut-être tout simplement parce que soit la taille de leur économie et les besoins ne peuvent pas justifier l'implantation d'une fabrique de monnaie. Parce que d'abord, c'est une technologie qui est très chère, c'est une technologie qui évolue très vite, et puis c'est une technologie qui est très concurrencée par les faussaires, parce que autant vous avancez, les faussaires aussi avancent. Mais comment convaincre l'autre que, bon, ok, nous ne fabriquons pas notre monnaie, et que celui qui fabrique n'a pas la main dessus? Est-ce que celui qui fabrique n'en fait pas ce qu'il veut? Est-ce que ce n'est pas en réalité une façon pour la France de garder la main sur ses anciennes colonies? Non, non, pas du tout. Vous voyez la grande différence qu'il y a entre ceux qui gèrent la monnaie et qui gèrent même ce qu'on appelle les signes monétaires et le public, c'est que pour nous, c'est du papier fiduciaire dans un premier temps. C'est comme une imprimerie qui fabrique des imprimés, avec la différence que ces imprimés ont une caractéristique qui est particulière
parce que c'est des billets de banque. Vous voyez, donc, vous avez le contrôle dessus? Mais absolument. Absolument, parce que la quantité, c'est nous qui la donnons. Les éléments qui doivent y figurer, c'est nous qui les donnons. Donc, il n'y a pas, la France ne décide pas d'imprimer un billet et puis de nous la donner. C'est nous qui demandons. Et on le fait avec la France, vous savez pourquoi? Parce qu'un billet, pour arriver à avoir un billet qui soit parfait et qui convienne à l'utilisation des populations, ça met du temps. Ça met du temps pourquoi? Parce qu'il y a des effets climatiques. Un billet qui circule dans une partie de l'Afrique qui est humide n'a pas la même consistance ou ne doit pas avoir la même consistance qu'un billet qui circule dans le Sahel. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et pour qu'un billet donc ce n'est pas la volonté de la France que ce soit fabriqué là-bas? Non, pas du tout. C'est nous qui décidons que ce soit fabriqué là où nous souhaitons que ce soit fabriqué. Mais il est évident qu'à un certain moment, puisque nous avons pris l'habitude de le faire et qu'ils font quelque chose qui satisfait à nos besoins, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison pour qu'on change. La seule chose qui peut changer, c'est que les prix, nous sommes très sensibles aux prix, parce qu'autant nous ne pouvons pas fabriquer le billet, parce que ça coûterait trop cher pour nos petites économies, autant nous sommes très regardants sur les prix. Sur les prix, je sais que c'est votre cheval de bataille, la lutte pour la stabilité des prix. Mais est-ce que c'est une économie, ça? Est-ce que c'est l'essentiel dans une économie? Est-ce que ça ne bloque pas l'octroi des crédits et la croissance? Non, la stabilité des prix, non. La stabilité des prix, vous savez pourquoi elle est importante pour les banques centrales et elle est importante pour les économies? C'est parce que tout simplement, ça permet d'abord de maintenir le pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est important. Parce que, et dans notre zone, on peut dire que le taux d'inflation a été jusqu'ici très bas, parce qu'il est très contrôlé, parce que nous suivons. Et ici, c'est peut-être là où la ménagère va au marché en n'étant pas inquiète, parce qu'elle ne sera pas surprise que le prix du riz a été multiplié par 10 ou ait augmenté de façon incontrôlée. C'est aussi le cas d'un malade qui va dans une pharmacie, il sera sûr que les médicaments auxquels il a accès d'habitude n'augmenteront pas de façon exponentielle et ne lui permettent pas de pouvoir en disposer. C'est ça que ça veut dire. D'abord, le maintien du pouvoir d'achat des populations. Parce que si ces pouvoirs d'achat ne sont pas maintenus, alors on a des frondes sociales et on a, ça c'est pour le personnel, pour les personnes physiques. Mais pour les entreprises, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire qu'elles vont produire avec des coûts qu'elles ne maîtrisent pas, qui peuvent changer du jour au lendemain. Et alors, elles produiront et elles vendront aussi des marchandises ou en tout cas des services dont les prix vont fluctuer. En fait, on reste dedans par confort, c'est-à-dire... Non, ce n'est pas un confort, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'une économie, pour pouvoir croître, a besoin qu'il y ait des visions, que les gens ont une vision, qu'ils puissent planifier, qu'ils puissent se projeter éventuellement. C'est ça qui permet justement à une économie de projet. Mais si je ne sais pas, en construisant une usine aujourd'hui, que demain je pourrais vendre les produits parce que les prix auront tellement augmenté que je ne serai même pas capable de vendre ces produits, mais aujourd'hui je ne construis pas l'usine. Mais si j'en ai une claire idée, alors dans ce cas-là, je me projette dans le temps et je le fais. Et c'est ça qui est important. Alors, pour vous, la stabilité des prix est importante et l'arrimage à l'euro via le Trésor public français est hyper importante. Mais est-ce que quelqu'un qui vous permet ainsi de vous arrimer à la monnaie internationale ne décide pas pour vous? Est-ce que vous, monsieur le gouverneur, vous n'allez pas prendre vos ordres à Bercy pour les décisions que vous devez prendre ici, dans la gestion de la monnaie d'ici? Certainement pas. Certainement pas. Et ça n'a absolument rien à voir. Il y a des structures, il y a à un certain moment des rencontres que nous avons, mais qui sont de nature tout simplement à passer en revue l'ensemble des accords que nous avons et voir leur fonctionnement s'il est optimal ou s'il n'est pas optimal. Je crois que ça c'est... Mais aucune décision qui est prise ici, en tout cas dans cette maison, tant dans la gestion de la maison que dans la gestion de la politique monétaire, n'est prise à Bercy. Elle n'est pas prise à Bercy, mais il y a quand même
un représentant de l'État français au conseil d'administration de la BCEAO et même de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, est-ce qu'il ne vient pas là pour veiller à ce que son argent soit mieux géré, c'est-à-dire qu'il ait un regard sur ce qui se passe ici? Non, il ne faut pas confondre les choses. Quelle est sa place au conseil d'administration? Mais c'est la place d'un administrateur comme tous les autres. Donc il n'a pas de pouvoir de décision, il n'a même pas, comme j'ai entendu dire à certains moments, un droit de veto. Parce qu'un droit de veto, c'est juridique, ça s'écrit dans les textes. Et on conçoit ça dès le départ et on l'applique. Il n'a pas de droit particulier par rapport à un autre administrateur. Il exprime ses points de vue et ça c'est utile parce qu'on ne peut pas non plus, dans une banque centrale, gérer une monnaie qui est d'essence publique en étant dans le flou. Il faut que ce soit dans la transparence la plus totale. Et tous les administrateurs qui sont là représentent soit les États, il y a un représentant de la France, mais le Conseil prend les décisions. Si on doit prendre des décisions en votant, ce sera à la majorité simple. C'est ça qui est prévu dans les textes. Mais je peux vous dire que depuis que je suis gouverneur, je n'ai jamais présidé un conseil, parce que c'est le gouverneur qui préside, je n'ai jamais présidé un conseil où nous sommes obligés d'aller à un vote. Ça veut dire qu'il y a un consensus qui se dégage, et le consensus se dégage toujours dans le sens de l'intérêt de l'institution, ou en tout cas des besoins des pays africains. Il y en a une qui a été créée en 62, et il y a une qui a été créée en 72. Donc déjà, ce n'est pas la même période. Ils ont les mêmes principes de fonctionnement, et beaucoup de choses sont identiques et similaires dans le mode d'articulation et de la politique monétaire et même du fonctionnement des organes et des institutions. Je crois que ça ne pose pas de problème. Ce dont vous parlez, c'est tout simplement qu'à un certain moment, les biais de la zone CEMAC et les biais de la zone UMOA s'échangeaient sans difficulté. Tout à fait. Mais ça, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. C'est un fait historique qui est à la base de cela. Parce que le fait justement que nous ayons eu des monnaies convertibles, une monnaie convertible, a fait que d'autres opérateurs et d'autres pays se sont intéressés à cette monnaie. Et par l'intermédiaire justement des billets qu'ils exportaient, parce que les billets s'échangeaient partout dans le monde. À l'époque, vous alliez partout dans le monde, vous pouvez utiliser votre billet CFA. Et donc d'autres pays, d'autres structures l'ont utilisé. Je vous donne un exemple. Au moment où on a décidé de ne plus racheter par exemple nos billets à l'extérieur, nous avons eu, j'étais à l'époque à Abidjan, nous avons eu un entretien téléphonique avec un opérateur d'un pays de la sous-région que je ne veux pas citer, tout simplement, et qui m'a dit, écoutez, moi j'ai 19 cantines de billets de 10 000 francs. Pas difficile de voir quels sont ces pays-là, le Nigeria, par exemple, ou le Ghana. Je ne citerai pas de pays, Bien sûr. mais qui dit, j'ai 19 cantines de billets de 10 000 francs. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, comme nous avons décidé de ne pas racheter, alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de rentrer avec ces francs CFA dans le pays et puis de les déposer dans une banque. Mais ce qui n'a pas été fait, parce qu'il faut pouvoir justifier à la douane pourquoi vous avez 19 cantines de billets de 10 000 francs et qui ne sont pas là, qui ne fait pas partie de la monnaie qui circule dans votre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, des pays en ont fait une monnaie de réserve. Alors, le problème, c'est que ça coûtait de plus en plus cher à nos économies de pouvoir financer aussi les opérations de ces pays par les sorties massives de billets. Donc nous avons arrêté de racheter. Mais en le faisant, ça bloque naturellement, puisqu'il y a des pays entre nous et l'autre zone. Donc ça bloque naturellement un certain nombre de transferts et de circulation de billets entre les deux zones. Nous sommes en train de réfléchir pour reprendre cela. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est qu'en temps, il y a eu de nouvelles normes sur le financement du terrorisme, sur le blanchiment, et c'est des règles qui sont très rigides et qui doivent être respectées scrupuleusement. Oui, mais en même temps, on est un peu dérangé. Donc les mécanismes que nous mettons en place, je comprends. Mais que quelqu'un qui vient d'Afrique centrale oui. ait son CFA, ne puisse pas le convertir en CFA d'Afrique de l'Ouest, oui.
ça a quelque chose de troublant. Oui, par rapport au passé, effectivement, ça peut être gênant pour les opérateurs. Mais il y a mieux, parce que ce que nous faisons, c'est que c'est les billets qui ne se déplacent pas, mais les opérations se font. Parce que les opérations normales se font par le circuit financier normal. Il n'y a que le déplacement de billets qui pose problème. Ce qui est important dans un monde où l'informel est quand même assez important. Non, c'est important parce qu'il faut aussi que de plus en plus les paiements soient sécurisés et qu'ils soient faits dans des cadres qui sont appropriés pour cela. Maintenant, les petits déplacements avec les petites sommes, c'est des choses que nous sommes en train de régler de manière à ce qu'on n'échappe pas à ces contrôles qui sont faits, parce que ces contrôles sont importants et peuvent mettre en cause à un certain moment la crédibilité d'un système de paiement. Voilà, c'est pour ça que nous voulons éviter. Mais nous sommes en discussion pour pouvoir arriver à trouver... Est-ce que tout ça n'est pas une question d'abord d'intégration régionale, monsieur le gouverneur? Oui. Qu'on en arrive là tel qu'on soit dans un grand ensemble, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on ne puisse pas créer une zone qui soit une zone économique viable, qui permette de créer la monnaie, tout simplement, une monnaie qui corresponde à l'économie, aux économies de ces pays-là. Oui, ça c'est possible, c'est le vœu de tout un chacun. Un Africain ne peut pas dire que je ne suis pas pour justement les regroupements. Mais c'est là que je vais donner raison au père fondateur du franc CFA. Parce que tout à l'heure, quand vous avez dit on n'a pas créé de monnaie, mais il y a une monnaie et il y a un environnement qui a été créé. Si vous voyez, au niveau de l'UEMOA et de la zone CEMAC, le fait d'avoir eu cette intégration depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y a pas eu d'autres formes d'intégration. Je prends l'exemple tout simplement de l'Afrique de l'Ouest, où il a été question à un moment, pour que justement nous arrivions à la monnaie commune, qu'il y ait une autre zone monétaire qui se crée. Mais pendant plus de 10 ans, elle n'a pas pu se créer. Pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, les convergences qu'on recherche seront de plus en plus difficiles à trouver. Et c'est pour ça aussi qu'il faut saluer, qu'il faut maintenir ces zones, parce que ce qu'elles ont franchi comme obstacle est difficile aujourd'hui. Avec la même monnaie? Avec la même monnaie, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne se libérera donc jamais de ce CFA? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un moyen de sortie pour avoir quelque chose qui soit équivalent? Mais on ne sort pas d'une monnaie qui vous appartient. Le CFA nous appartient. Donc, vous voulez qu'on sorte et qu'on aille où? Maintenant, si c'est une question tout simplement d'appellation, pour dire... L'acronyme, mais quand même, reste quand même... Oui, mais le CFA, c'est nous. C'est nous, c'est notre monnaie. C'est une monnaie qui a été appropriée. Si vous suivez un peu la chronologie des choses qui se sont passées, même l'institution, la BCEAO, qui gère cette monnaie, elle a été africanisée. Depuis 1978, il n'y a aucun cadre extérieur à la BCEAO. Le premier gouverneur a été nommé en 1975. Abdoulaye Fadiga. Et tout, paix à son âme, et tout ce qui a été construit comme réforme pour que nos pays arrivent aujourd'hui à des zones de croissance et des croissances les plus fortes dans le monde actuellement, mais c'est parce que tout simplement, il y a eu un travail qui a été fait pour cette monnaie. Mais on sait que dans les affaires, il y a toujours des intérêts. On ne fait pas, dans le monde des affaires, on ne fait pas des choses pour la gentillesse ou pour de la philanthropie. Si la France accepte cet arrimage jusqu'à cette date, elle aussi en profite. Parce qu'on a écouté le président Emmanuel Macron dire que le CFA sert à l'Afrique. Est-ce qu'elle ne sert pas aussi les intérêts de la France? Très honnêtement, une fois que vous avez dit c'est important pour la stabilité, on peut le comprendre, mais il ne faut pas laisser croire que la France le fait par philanthropie. Ce qui est important pour nous et que nous connaissons, c'est ce que ça apporte à nos pays. Et ça, c'est important. Oui, est-ce que ça apporte aussi à la France ou pas? Je veux dire, avec les réserves d'échange que l'on dépose au Trésor français, qui représentent plusieurs cinquantaines de milliards, si j'ai bien compris, ça pourrait être de l'argent qui serve à l'économie, au développement de l'économie de tous les jours. C'est de l'argent qui manque à l'investissement. Je suis désolé de vous dire que ceux qui disent ça ne connaissent pas l'économie française et ne connaissent pas les besoins de cette économie. L'économie française par rapport à nous, ce que nous avons au compte d'opération, c'est une goutte d'eau. C'est même pas une goutte d'eau. Mais ça représente beaucoup pour nous. Ça représente beaucoup pour nous, mais ça représente pratiquement rien pour la France. Parce que nous avons les chiffres. Je crois que ça a besoin qu'on mette en place les chiffres et qu'on dise. Je n'ai malheureusement pas les derniers chiffres, je ne peux pas vous les donner, mais c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais par contre, c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que, voyez-vous,
Si aujourd'hui les investisseurs qui viennent investir dans nos pays n'avaient pas la possibilité, avec la convertibilité du franc CFA, de pouvoir faire des transactions extérieures, mais il y a longtemps que les investissements se seraient arrêtés. Si nos propres opérateurs ici, qui ont besoin de faire des transactions à l'extérieur, ne pouvaient pas le faire parce que la monnaie n'est pas convertible, mais ça se sera arrêté. Si les autres pays qui nous entourent et qui, jusque-là, pour certains, le franc CFA, c'est une monnaie de réserve, mais si ça ne l'était pas, on n'aurait pas eu, ils n'auraient pas eu ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous devons prendre en considération, c'est ce que nous, ça nous apporte. Et ça, nous le savons. Mais on paye pour ça aussi. Je ne sais pas si c'est un prix, mais je ne suis pas persuadé que de toutes les façons, ce soit en rapport avec ce que nous gagnons. Alors là, avec la chute des cours des matières premières, les réserves dans le compte d'opération d'échange ont baissé considérablement et de façon presque officielle, on parle de plus en plus d'une menace de dévaluation. Après celle de 1994, on risque de tomber encore dans une dévaluation. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, monsieur le gouverneur? Est-ce que ce n'est pas une menace encore, une façon de fragiliser les économies de cette région? Vous savez, si vous demandez à un gouverneur de banque centrale de vous dire s'il va avoir une dévaluation ou pas, je suis sûr que vous ne vous attendez pas à une réponse. Ça, c'est clair. On l'avait déjà vu pour la dernière dévaluation jusqu'à la veille. Mais si vous me demandez de vous dire quelque chose sur la situation actuelle, moi, je pense que la dévaluation n'est pas la seule solution au problème de baisse des réserves de change, de baisse d'activité et de baisse éventuellement des réserves de change. Parce que cela est dû à quoi? Cela est dû tout simplement à ce que les prix des matières premières, de certaines matières premières ont baissé. La solution définitive, et ce que nous recommandons en tant que banque centrale, c'est la diversification de nos économies. Mais on dit ça depuis longtemps, on ne voit pas ça se diversifier. Oui, ça se diversifie, mais ça prend peut-être du temps. Vous savez, pour dire que je construis une usine pour traiter sur place un certain nombre de produits, ça suppose que vous ayez les moyens de construire cette usine. Si un privé ne vient pas construire, ça veut dire que vous avez les marchés que vous pouvez conquérir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Et je crois que justement nous sommes rentrés dans une phase qui est une phase très importante. Cette phase où pratiquement tous les pays ont mis en place des plans de développement nationaux qui ont été soutenus par toute la communauté internationale, avec même des appuis budgétaires et des appuis financiers. Je crois que c'est le moment de s'intéresser à ça. Alors faut-il ou non dévaluer? Et va-t-on, je sais que vous avez dit que le gouverneur ne peut pas dire si on va dévaluer ou non, vous êtes dans votre rôle, mais en regardant ces économies, malgré la chute des cours des matières premières et le fait qu'une bonne partie de l'autre zone CEMAC, de ces CFA, est sérieusement grognée, ou en tout cas consommer une partie de ces réserves, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de dévaluer? Quelle est la solution pour éviter cela? Parce qu'il y a une vraie menace de crise sociale si l'on dévalue. D'abord, la dévaluation n'est pas inscrite à un ordre du jour que je connais. Vous ne le diriez pas de toute façon. Et de plus, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la seule solution. Parce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent permettre de rétablir les équilibres sans que ce soit une dévaluation. Mais la dévaluation, c'est une décision ponctuelle. Et si les objectifs ne sont pas atteints, ça veut dire que ça peut être répétitif. Donc ce n'est pas obligatoirement la solution. La solution, justement, c'est de faire de telle sorte que les économies progressent en se diversifiant. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible. Parce que dépendre de toutes les façons d'un seul produit ou de deux produits, ça expose. Quand c'est le gouverneur qui dit ça, on se dit, mais qu'avez-vous fait pour diversifier cette économie depuis que vous êtes aux affaires? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour que de plus en plus on voit des industries naître dans votre région à vous, de la BCEAO? La Banque centrale a fait beaucoup, et fait beaucoup. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est de soutenir l'économie financièrement. Mais on ne le fait pas directement, parce que nous finançons les banques et les institutions qui financent les économies. Parce que ce financement peut venir soit des banques, soit de d'autres institutions. Alors, ce qui est important, c'est que nous contribuons à structurer et à organiser justement ce financement. Je prends un exemple bien précis. Il y a quelque temps, nos États ne savaient même pas comment mobiliser de l'argent à l'intérieur.
des financements à l'intérieur. Il a fallu quoi? Il a fallu tout simplement construire un marché de la dette publique. Ce marché de la dette publique, il a été construit, il a été organisé et il a fallu peut-être les aider parce que tous les pays n'ont pas justement cette culture du marché. Donc ça, c'est un pas en avant. Donc, il a fallu créer des structures, comme par exemple l'agence TIT, pour aider les États à aller sur ce marché. Et quand je vois aujourd'hui les financements que les États mobilisent sur ces marchés, ça veut dire que ça a été un pas en avant. Et c'est ça que nous devons faire, parce que chacun a son rôle. Mais la création de la richesse, ça, c'est la production. Et ça demande que les économies soient renforcées. Ça, ce n'est pas le domaine monétaire. Parce que c'est le domaine de la production, de la programmation, de la croissance, de la programmation du développement. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons intérêt à nous intéresser à ce qui se fait maintenant, parce que ces programmes de développement sont importants, parce qu'ils visent tous les secteurs d'activité. Et je crois que les économistes et tout le monde devraient s'intéresser à ça pour voir est-ce que l'articulation est bonne, est-ce que le rendu est bon, est-ce que les investissements qui sont prévus sont faits à un certain moment. Je crois que ça, c'est important. Parce que conseiller utilement aussi les États à un certain moment, en suivant ce genre de choses, fait partie de vos prérogatives. Alors, nous arrivons presque au terme de cet entretien et j'ai envie qu'on parle à monsieur tout le monde. Ceux qui défilent dans la rue, ceux qui ont manifesté, c'est monsieur tout le monde, ce n'est pas des spécialistes de la finance. J'ai envie que vous répondiez de façon très très claire et de façon très précise. Doit-on conserver le CFA? En quoi est-ce utile de conserver le CFA et pourquoi ne créons-nous pas une autre monnaie? En deux mots. C'est utile pour nous, le CFA? Très utile. En quoi? Pour Madame Koulibaly ou pour Madame Traoré qui est à Bamako, elle se dit, pourquoi est-ce qu'on garde la monnaie du blanc? Vous lui dites quoi? Moi, je lui dis que ce n'est pas la monnaie du blanc. Dès le départ, ce n'était pas la monnaie du blanc et ce ne sera pas la monnaie du blanc. Maintenant, si nous décidons que c'est la monnaie du blanc, alors à ce moment-là, nous le donnons au blanc, mais ce n'est pas la monnaie du blanc. À quoi ça lui sert à elle, la stabilité monétaire dont vous parlez? Stabilité que garantit l'euro? La stabilité, pour elle, c'est important. En quoi? Parce que quand elle va au marché, c'est une mère de famille et qu'elle doit faire les dépenses de sa maison, elle le fera parce qu'elle sait qu'elle a les revenus pour le faire. Mais si les prix augmentent tous les jours, il arrivera un jour où elle ira au marché, elle ne pourra pas acheter ce dont elle a besoin pour nourrir sa famille parce qu'elle ne peut plus supporter les prix, parce que ses revenus n'ont pas augmenté de la même façon. Il y a des pères de famille qui ont des enfants qui sont à l'extérieur et à qui ils envoient régulièrement de l'argent pour leur bourse. Si la monnaie n'était pas convertible, ce n'aurait pas été possible. Mais c'est parce qu'elle est convertible qu'ils peuvent le faire. Et si la stabilité n'est pas aussi observée, ça veut dire que tous les 2 mois, ils vont devoir envoyer le double ou le triple de ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas prévoir en gros. Ils ne peuvent pas prévoir sur la durée. Et ils ne peuvent même pas à certains moments le faire parce que leur revenu ne leur permet pas de le faire. Alors je vais vous dire une chose qui est très importante. Une monnaie, quand elle n'est pas bonne pour les populations, on n'a même pas besoin de demander aux populations de descendre dans la rue. Ils descendent dans la rue. Ce qu'on fait, c'est de les empêcher de descendre dans la rue. Et ça, ce n'est pas ce qui n'est pas vu en Afrique. Donc, ce n'est pas ça. Le franc CFA ne nous amène pas à ça. Et le franc CFA nous amène à quelque chose. Peut-être qu'il faut envisager de le concevoir différemment et de ne pas peut-être avoir un seul arrangement avec un seul pays, avec qui le passif est parfois houleux, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Oui, ça, je crois que, si vous voulez, toutes les évolutions sont possibles. Est-ce que c'est envisagé? À condition que ce soit quelque chose qui serve les pays. Est-ce que c'est envisagé la création d'une monnaie? Non, parce qu'il y a une monnaie. On ne peut pas créer une monnaie. Vous ne pouvez pas créer une monnaie quand vous avez une monnaie. Peut-être que si vous dites que l'articulation de cette monnaie peut changer, peut évoluer, mais ça évoluera avec les besoins des économies. Parce que c'est ça qui est sage. Vous voyez? Alors, je vais vous donner un exemple, M. Foucault, et qui est très important. Vous savez, l'articulation telle que ça a été fait, le cheminement qui a été fait par les pères fondateurs du franc CFA, mais c'est exactement ce qui a été fait pour le rand sud-africain. Le rand sud-africain a été créé à un moment où on était en plein apartheid. L'apartheid a eu quelque chose de quand même plus dur que la colonisation normale. Mais au sortir de là,
parce que c'était la minorité blanche, mais au sortir de là, la majorité blanche qui a pris le pouvoir n'a pas décrié le rang sud-africain. Ils l'ont conservé, ils se sont appropriés. Et c'est là la notion de l'appropriation qui est devenue. Ça veut dire qu'ils le gèrent, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font de cette monnaie. Et ils ont gardé Mais vous n'entendrez jamais, que ce soit dans la presse ou que ce soit partout, vous n'entendrez pas que le rand sud-africain est une monnaie de l'apartheid. Vous ne l'entendrez pas. Merci à vous, monsieur le gouverneur, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Cet entretien est à présent terminé. Nous nous retrouvons pour la seconde partie en débat avec des experts. À très vite.